Hi everyone, and welcome back. We are joined today Bonjour à tous et by bienvenue à nouveau. former Nous sommes rejoints aujourd'hui British par Ian Proud, ancien diplomate britannique, pour discuter de son article intitulé « La Grande-Bretagne reste maudite par une diplomatie bipolaire », dont je mettrai assurément le lien dans la description. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. So welcome back to the program. Ravi de te revoir, Glenn. You too. So, Vous aussi. your article. Donc oui, dans votre article, vous écrivez que les libéraux en politique étrangère sont devenus de simples extrémistes impuissants. Et vous commencez par évoquer les années 90 et le désir d'avoir une politique étrangère britannique éthique. Je me demandais si vous pouviez développer vos arguments. Pourquoi la Grande-Bretagne reste-t-elle prisonnière de cette diplomatie bipolaire? Britain remains cursed by this bipolar diplomacy. Eh bien, merci, Glenn. Pour commencer par les bases, il y a eu, au cours des 25 voire 30 dernières années, une tendance à présenter la politique étrangère occidentale en des termes moraux, comme si nous cherchions à atteindre un certain bien supérieur à travers des interventions en politique étrangère. Aujourd'hui, certains pourraient dire qu'il ne s'agit là que d'une nouvelle forme de néocolonialisme, en Hallis. Mais si l'on met cela de côté pour se concentrer sur les aspects pratiques de la diplomatie, il y a clairement au Royaume-Uni une volonté d'instaurer une politique étrangère éthique qui a vu le jour lorsque Robin Cook est devenu notre ministre des Affaires étrangères en 1997 sous l'ère Tony Blair. Nous avons essayé d'agir de manière éthique. Mais en réalité, la politique étrangère de toute nation est toujours ancrée dans l'intérêt national, que ça plaise ou non. En réalité, la guerre en Ukraine en est un exemple tout à fait classique. Le nationalisme a servi de garde-fou face aux formes plus extrêmes de politique étrangère guidées par la morale, qui auraient pu nous entraîner dans une guerre avec la Russie, ce qui n'aurait été dans l'intérêt de personne. Donc, que cela nous plaise ou non, le nationalisme nous retient d'adopter une politique étrangère purement morale, car les décideurs, le Premier ministre britannique, les Français, les Allemands, etc., doivent avant tout penser aux besoins de leur propre électorat, ce qui limite nos actions. C'est, je pense, une donnée inévitable. Cela crée en quelque sorte une diplomatie bipolaire, si vous voulez, où l'on parle de morale. Encore une fois, la guerre en Ukraine en est un exemple classique. La guerre contre le terrorisme en est un autre, bien sûr, tout comme la longue et infructueuse intervention en Afghanistan, et ce genre de choses. Il existe une longue liste de conflits dans lesquels nous nous sommes engagés à travers un prisme moral, mais qui, en fin de compte, se sont heurtés aux contraintes intérieures dans lesquelles nous opérons. Et c'est cela, la diplomatie bipolaire dans laquelle nous vivons, où les décideurs sont incapables de se détacher de cet attachement à la morale. Et c'est pourquoi j'appelle, vous savez, les gens de la politique étrangère libérale, les nouveaux extrémistes, parce qu'ils se drapent dans ce genre de lexique et de posture morale, élitiste. Nous sommes tellement vertueux, et tout le reste. Mais en réalité, ce sont les personnes qui veulent mettre les intérêts du pays en premier qui sont en fait les plus modérés, ceux qu'ils qualifient de nationalistes. Nationaliste est devenu un nouveau terme péjoratif. Nationaliste implique l'extrémisme. Libéralisme implique la modération. Eh bien, évidemment, je suggère que cette façon de décrire et de présenter les choses devrait être inversée. Oui. Eh bien, pour les réalistes politiques, dans la littérature, il y a toujours eu ce scepticisme envers les libéraux ou idéalistes, parce que, vous savez, l'envers de la médaille, lorsqu'on voit l'opportunité de transformer le monde, c'est que si l'on considère le monde tel qu'il est aujourd'hui, profondément imparfait, et qu'on pense qu'il peut être remplacé par une alternative éthique, morale, utopique, en transcendant essentiellement la rivalité des grandes puissances. Et oui, cette fin de l'histoire, comme l'a formulé Fukuyama,
si vous croyez pouvoir passer de l'un à l'autre, vous seriez prêt à faire presque n'importe quoi. Et c'est, vous savez, l'ancienne idée selon laquelle le postulat de la paix perpétuelle nous met sur la voie de la guerre perpétuelle. Parce qu'avec ces grands idéaux nobles, cela légitime à peu près tout, je suppose. Mais voyez-vous aujourd'hui ces préoccupations soulevées en Grande-Bretagne? Parce que dans les années 1960, il y avait des personnes comme Raymond Aron qui avertissaient que l'idéaliste aggraverait les crimes du réaliste en ignorant essentiellement le monde tel qu'il est. Mais y a-t-il un changement aux États-Unis, pardon, au Royaume-Uni? Parce que, eh bien, cela dure depuis les années 90, mais à mesure que cela échoue, on pourrait supposer qu'il y aurait à un moment donné une réaction. Oui, eh bien, il y a eu un changement assez important aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, qui est ouvertement nationaliste dans son orientation. Tout le slogan « Make America Great Again » consiste à mettre les États-Unis en premier, ce qui est fondamentalement un point de départ nationaliste. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec toutes les positions de Trump, mais il faut reconnaître qu'il est essentiellement nationaliste dans son orientation et non idéaliste. Il voit le monde tel qu'il est et essaie de conclure des accords sur cette base. Si l'on ramène cela au Royaume-Uni, mais aussi à l'Europe de manière plus large, je pense que le début du XXIe siècle a été très marqué par cette sorte de ruée vers le centre sur le plan politique. Et on en voit encore des éléments aujourd'hui. Mais tout le monde essayait en quelque sorte de conquérir le terrain du milieu, celui de la modération en politique intérieure. Ainsi, les gens étaient étiquetés comme centre-droit ou plutôt centre-gauche politiquement. Si vous étiez très à droite ou très à gauche, c'était mal vu. Il fallait absolument se situer quelque part au centre. La morale et l'éthique, si l'on veut, alimentaient cela. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un résultat moins acceptable, comme les mouvements woke qui ont largement dominé le discours politique intérieur. Mais en réalité, plus récemment, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, nous avons traversé la crise financière mondiale de 2008-2009, une pandémie massive et plusieurs interventions militaires ratées. Cela, si l'on veut, a en quelque sorte alimenté le sentiment de marginalisation chez ceux qui se sentent exclus de cette conversation politique. Vous voyez cela au Royaume-Uni avec la montée du Reform Party par exemple, et auparavant avec le mouvement pour l'indépendance du Royaume-Uni. En France, en réalité, cela dure depuis bien plus longtemps avec le parti de Marine Le Pen, évidemment dirigé auparavant par son père. Et maintenant en Allemagne avec l'AfD. Et on l'observe aussi en Europe centrale, peut-être pour des raisons politiques sous-jacentes différentes. À travers Fidesz, et des manœuvres ont eu lieu en Roumanie et ailleurs. Donc le nationalisme est en hausse. Mais ma question est la suivante. Est-ce nécessairement une mauvaise chose? Si c'est un type de nationalisme qui amène les pays, certes, à placer leurs intérêts nationaux fondamentaux en priorité, mais à chercher à vivre en coexistence pacifique avec d'autres États nationalistes, plutôt que de poursuivre, sous la bannière de l'idéalisme ou de la morale, des guerres perpétuelles, comme nous l'avons vu tout récemment, bien sûr, en Ukraine. Oui, les Français ont une expression intéressante. Ils appellent cela le centre radical. Si vous regardez l'extrême gauche ou l'extrême droite, ce sont eux qui prônent désormais la diplomatie et la fin des guerres. Mais au centre, il y a cette forme de conformisme où ils semblent devenir de moins en moins rationnels. Eh bien, c'est justement ce que je veux dire en affirmant que les libéraux sont les nouveaux extrémistes. C'est essentiellement la même idée, non? Parce que ceux qu'on appelle les modérés, au centre, sont ceux qui veulent que la guerre continue. Et en réalité, les gens, y compris au sein de Reform,
Je veux dire, Nigel Farage s'est fait un peu piéger quand il s'est exprimé sur la guerre en Ukraine, et il a été immédiatement attaqué par tous les médias traditionnels. C'est exactement ce que je veux dire. Ce centre radical, ces extrémistes libéraux, c'est précisément le point que je soulève. Non pas que je m'alignerais avec le parti de Marine Le Pen d'une quelconque manière, bien sûr. Mais sur le sujet du nationalisme, puisque vous plaidez pour un nationalisme modéré, je pense que la raison pour laquelle le nationalisme est une force aussi puissante et qu'il séduit la nature humaine, c'est que nous nous organisons toujours en groupe. Il y a le groupe d'appartenance, nous, contre le groupe extérieur, les autres. Et le nationalisme prend généralement un visage très laid lorsque l'on commence à organiser les nations selon une hiérarchie. C'est là qu'apparaît, vous savez, le concept de l'Übermensch, ou enfin, qui est supérieur aux autres. Mais dans les années 1990, il y avait des gens comme Robert Cooper, qui, dans le cadre de ce nouveau libéralisme international, d'ailleurs, il a été conseiller de Blair, si je ne me trompe pas, a écrit des livres et des articles prônant un nouvel impérialisme libéral. Eh bien oui, vous faites partie des meilleurs diplomates en Grande-Bretagne, donc il est logique que vous restiez dans le milieu. Mais je peux comprendre qu'il y ait un véritable altruisme derrière cela, que beaucoup s'engagent avec de bonnes intentions. Mais toute son idée était que nous avons besoin de l'impérialisme libéral, parce qu'il permet aux idées plus civilisées de vaincre les idées plus barbares. Mais alors, intrinsèquement, on introduit une forme de nationalisme si l'on commence à classer les puissances en fonction de leur développement civilisationnel. Et comme il l'a écrit, « Nous sommes le jardin », a dit Cooper, « ils sont la jungle ». C'est notre tâche de les civiliser, et nous ne pouvons pas forcément jouer selon les mêmes règles que dans le jardin lorsque nous interagissons avec la jungle. Ce qui ressemble un peu à, oh, j'ai oublié son nom, Joseph Borrell de l'UM. Oui. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dès le début, c'est une nouvelle forme de néocolonialisme. En réalité, cette tentative de convertir les soi-disant êtres inférieurs d'Europe de l'Est et de certaines parties de l'ex-Union soviétique à nos prétendues valeurs supérieures a été un échec spectaculaire et continuera de l'être. Et votre pays n'est pas le seul. La Russie, évidemment, résiste à cela. Elle a pris position. Mais si l'on regarde d'autres terrains de conflit, comme la Géorgie, par exemple, où nous avons eu la chance d'aller ensemble en juin de cette année, ils disent, eh bien, nous voulons simplement vivre selon nos valeurs de Géorgiens, en bonne compagnie avec les Européens et en bonne compagnie avec les Russes. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Ils ne veulent pas être dépassés par ce genre de nouvel empire colonial, en quelque sorte européen. Ils veulent simplement vivre leur propre vie et s'entendre avec tout le monde. Et c'est là le défi fondamental de la multipolarité aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens ne veulent pas avoir à choisir entre un camp ou l'autre. C'est un autre aspect de la diplomatie bipolaire. La diplomatie ne devrait pas consister à encourager un État à prendre parti pour une puissance contre une autre. Si tout cela signifie simplement que l'État se retrouve pris au milieu d'une lutte entre grandes puissances, comme cela s'est produit en Ukraine et ailleurs, à son détriment. Je veux dire, les pays veulent vivre dans un monde multipolaire, où ils peuvent entretenir de bonnes relations avec toutes les puissances, dans la mesure du possible. Eh bien, parfois je pense à Socrate parce qu'il a avancé cet argument selon lequel, vous savez, je suis un citoyen du monde, ce qui devient antinationaliste à notre époque, car cela suggère que, vous savez, le nous contre eux, les frontières, tout cela ne devrait pas avoir d'importance. Et cela part d'une bonne intention, celle de l'altruisme. Mais ensuite, l'un des élèves de Socrate, Alexandre le Grand, a lui aussi utilisé l'idée d'être citoyen du monde pour contester l'idée que nous soyons différents d'eux. Donc ça devient aussi un slogan pour l'Empire lorsqu'on s'étend. Donc, je suppose que mon point
est que cela peut partir d'intentions bienveillantes tout en se manifestant de manière très impérialiste, ce qui, je suppose, Je pense que c'est tout à fait juste. Et en fait, Theresa May a dit, je crois que je l'ai mentionné dans mon article, que si l'on est citoyen du monde, on est citoyen de nulle part. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec cela, car je peux fondamentalement m'associer à l'idée que nous faisons tous partie d'une sorte de communauté mondiale. Nous devrions tous chercher à entretenir de bonnes relations les uns avec les autres. Chaque diplomate devrait avoir cette curiosité de mieux comprendre le pays dans lequel il ou elle travaille, d'apprendre la langue, de rencontrer les gens, et toutes ces bonnes choses. Mais au bout du compte, vous savez, le nationalisme gouverne en fin de compte à la fois la politique intérieure et la politique étrangère des pays. Et c'est simplement un fait de la vie avec lequel il faut composer tout en aspirant à cet idéal supérieur de communauté. Et l'ironie, bien sûr, c'est que les libéraux ont d'une certaine manière subordonné cette notion, suggérant que le nationalisme est fondamentalement une mauvaise chose et qu'il ne devrait y avoir qu'un seul objectif supérieur qui guide toutes nos actions, indépendamment des choix nationaux. Donc, selon vous, les idées éthiques des années 90 concernant la société et les affaires internationales ont conduit à la fois à ces croisades morales et à un affaiblissement de la cohésion interne des États-nations eux-mêmes. Oui, je veux dire, regardez la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre. J'ai en fait pris l'avion depuis les États-Unis la nuit du 10 septembre et j'ai atterri à Heathrow juste à temps pour aller au Foreign Office et commencer à travailler avec beaucoup de café pour gérer le décalage horaire. Et j'ai regardé les événements se dérouler à la télévision à New York. J'ai participé à l'examen des premiers renseignements après que cela se soit produit. Nous avons établi un lien avec l'Afghanistan. Il n'y avait absolument aucun lien avec l'Irak. Cela a ensuite été exagéré, mais c'est une leçon de prudence bien plus importante. Mais en réalité, cela a ensuite conduit à cette sorte de guerre contre le terrorisme. Vous savez, cet axe du mal, l'idée qu'il y a des gens mauvais et des gens bons, c'est-à-dire que nous étions les bons, et les Américains, vous savez, vraiment de bonnes personnes. Et nous devrions, en quelque sorte, faire pleuvoir le feu de l'enfer sur tous les méchants, ce qui était, évidemment, un objectif. Et cela a eu des effets considérables dans tout le Moyen-Orient pendant plus d'une décennie après ce moment-là, et bien sûr en Afghanistan jusqu'en 2021. Donc c'est pratiquement dès le début du XXIe siècle, cette indignation morale, à propos, il faut le dire, d'une attaque terroriste terrible et injustifiable, bien sûr, à New York et à Washington, a alimenté cette sorte de croisade guidée par la morale qui a causé la mort ou le déplacement de millions de personnes à travers le Moyen-Orient, avec des répercussions que l'on observe encore aujourd'hui. Et c'est un sujet dont le président Poutine a beaucoup parlé. Comment l'OTAN a fait un excellent travail pour semer le chaos dans le monde et qu'il n'allait pas laisser cela se produire dans son propre arrière-cour. Et il semble que c'est ce qu'il est déterminé à faire. Oui, la question du terrorisme. C'est une manière intéressante de faire avancer cette politique éthique. Parce que lorsqu'on traite avec des terroristes, il ne faudrait pas, je suppose, éprouver de l'empathie pour leurs objectifs ou leurs moyens. Enfin, il ne faudrait pas, je dirais même qu'il ne faudrait pas le faire. Mais bien sûr, du point de vue réaliste, c'est plus confortable si l'on considère des États aux intérêts sécuritaires concurrents. On part toujours du principe qu'il faut reconnaître les préoccupations sécuritaires de chacun pour éviter ou atténuer la compétition sécuritaire. Mais lorsque vous voyez le monde à travers ce prisme moral, ou, pour reprendre les mots de Bush,
il y a les gentils contre les méchants, ce qui semble également ancré dans notre façon de penser aujourd'hui, dans la conscience collective mondiale, alors vous finissez par ne plus pouvoir prendre en compte leurs préoccupations en matière de sécurité. Et chaque lutte devient simplement une question de vaincre les méchants. Qu'est-ce que ça fait à la diplomatie? Voyez-vous par exemple le conflit actuel, la guerre par procuration que nous menons contre les Russes, comme étant influencé par cette mentalité? Being influenced by this mentality? Well, it has been from the start of the Ukraine crisis. Eh bien, cela remonte au début de la crise ukrainienne, en 2014. En fait, même avant cela, lors de la préparation du sommet du partenariat oriental à Vilnius, vous savez, lorsque Yanukovych a célèbrement refusé de signer l'accord d'association. À partir de ce moment-là, la Russie a été en quelque sorte présentée comme le méchant, le fauteur de troubles, qui voulait soumettre l'Ukraine à ce modèle de régime post-soviétique. La Russie a été perçue comme le méchant depuis lors. Et cela a guidé toutes nos actions concernant la politique russe et ukrainienne depuis la fin de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Cette idée que la Russie est mauvaise et que nous sommes les gentils a été absolument centrale dans ce que nous avons observé dans la guerre en Ukraine. Nous n'arrivons pas à dépasser notre indignation et notre conviction que les Russes sont les méchants, et à voir qu'en réalité, la Russie veut probablement exactement la même chose que nous, vivre en paix et en harmonie mutuelle. Pourtant, nous avons été déterminés à essayer de vaincre la Russie en raison de notre taille immense en tant que groupe militaire. 31. Maintenant, 32 États, 1 milliard d'habitants, 55% des dépenses mondiales de défense. Il semblait évident que les méchants finiraient par céder. Bien sûr, les méchants ne l'ont pas fait, et maintenant, certains commencent à dire « Eh bien, peut-être que c'est nous les méchants ». Je sais que c'est une conversation intéressante qui a lieu en ce moment et qui commencera à se développer, franchement, une fois que la paix sera, espérons-le, rétablie en Ukraine. Vous savez, les citoyens européens vont commencer à se demander si en réalité ce ne sont pas leurs dirigeants qui sont les méchants. Et je pense que c'est le grand débat complexe qui s'annonce. Cela semble être désormais l'objectif diplomatique des Européens, car au moment où nous parlons, les dirigeants européens se rendent à Washington pour tenter d'empêcher Trump de poursuivre cet accord de paix avec les Russes. Mais l'objectif global semble être de ramener les Américains dans le conflit, c'est-à-dire que Trump devienne un Biden 2.0. Il n'y a donc pas de véritable plan en ce sens. Mais, comme vous l'avez dit, il s'agit peut-être de l'idée générale qu'ils ont en tête. Ensemble, nous sommes si forts. Nous avons toute cette puissance militaire. Si nous continuons simplement sur la même voie, nous devons être capables de vaincre les Russes. Ce que signifie cette défaite, comment cela se traduit concrètement par une paix sans faire exploser le monde. Toutes ces questions ne sont pas vraiment abordées, ni des aspects techniques comme les effectifs ou l'équipement militaire. Tout cela n'est pas vraiment évalué. Mais comment évaluez-vous, pardon? Eh bien, j'allais dire que, bien sûr, les choix nationaux ont freiné nos actions, car si nous l'avions voulu, nous aurions pu entrer en guerre contre la Russie en 2014. Nous aurions pu entrer en guerre contre la Russie en 2022, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous étions limités par des choix nationaux. Faire cela aurait menacé nos propres intérêts nationaux, compte tenu du risque de guerre thermonucléaire. Cela a donc nécessairement limité nos actions, mais cela ne nous a pas empêchés néanmoins de poursuivre une mauvaise stratégie. Dans votre article, cependant, vous avez mentionné l'agenda de politique étrangère féministe d'Annalena Baerbock, l'ancienne ministre des Affaires étrangères allemande. Qu'est-ce qu'une politique étrangère féministe et comment voyez-vous son influence pour expliquer certaines orientations de l'Allemagne? Car bien sûr, en tant que diplomate britannique, vous mettez en lumière les critiques britanniques,
Mais cela n'est pas propre à la Grande-Bretagne. En fait, on pourrait même dire que l'Allemagne a été bien plus durement touchée par cette folie. Yeah. Well, I like to see myself Oui. as a feminist. Eh bien, je me considère comme féministe. J'ai une jeune fille qui veut grandir pour devenir une femme forte et indépendante et avoir accès à des emplois avec les mêmes opportunités que les hommes. Et à cet égard, je me considère vraiment comme féministe. Mais je pense que l'expression politique étrangère féministe est en termes pratiques absolument dénuée de sens. Cela ne veut vraiment rien dire. Je veux dire, la politique étrangère devrait être guidée par la sécurité fondamentale, les intérêts nationaux fondamentaux. Et il y en a trois principaux dont je parle assez souvent. Le premier est de maintenir l'intégrité territoriale de l'État. Le deuxième est de protéger vos citoyens contre tout danger, où qu'ils se trouvent dans le monde. Et le troisième est d'assurer la prospérité de tous vos citoyens, de réduire la pauvreté et de leur offrir des opportunités. Et ce genre de choses, c'est en termes de la manière dont nous projetons nos relations avec d'autres pays. Le féminisme ne joue pas vraiment de rôle là-dedans. Peut-être que cela convient pour la façon dont les Allemands gèrent leur ministère des Affaires étrangères et leurs services diplomatiques. C'est tout à fait acceptable. Mais en tant que slogan de politique étrangère, à mon avis, c'est franchement dénué de sens. Cela n'aide pas vraiment les Allemands à comprendre comment ils doivent s'engager avec l'Arabie saoudite, par exemple, ou la Syrie. Cela ne les aide pas vraiment à comprendre comment optimiser au mieux leurs relations avec des pays où l'ensemble du contexte religieux et culturel est radicalement différent du leur. Mais, si vous voulez, si vous commencez à partir des années 90 pour observer l'évolution des politiques étrangères, ainsi que la manière dont cela se manifeste sur le plan national en termes de montée du nationalisme, et que vous arrivez jusqu'à aujourd'hui, considérez-vous alors America First comme la principale contre-réaction? Ou est-ce pour cette raison que les Européens sont si hostiles à l'idée de America First? Oui, je veux dire, je pense que la position américaine a en grande partie reflété la position européenne jusqu'à l'élection de Trump à la fin de l'année dernière et son investiture au début de cette année. Et on peut dire que cela a en quelque sorte poussé la diplomatie européenne à évoluer et à suivre cette orientation éthique également. Il y a une sorte de rupture avec le premier mandat de Trump. Mais il a été tellement contourné à Washington qu'il n'a pas vraiment pu imposer une empreinte nationaliste sur la politique étrangère, comme il a pu le faire depuis sa nomination cette année. Donc je pense qu'en réalité, les Américains, les Européens et les Britanniques, en termes de politique étrangère dimensionnelle et éthique, ont été globalement alignés, honnêtement, depuis le début de la guerre contre le terrorisme. Et ce n'est que maintenant que cela s'arrête brutalement sous Trump également. Et avec les conséquences que nous voyons se produire sous nos yeux en ce moment, avec, comme vous le dites, les Européens qui se précipitent à la Maison-Blanche pour essayer de convaincre Trump qu'il a tort, et que nous devons simplement faire preuve de force par le pouvoir, ou peu importe, le pouvoir par la force, je ne sais plus. Je perds sans cesse de vue ces slogans ukrainiens et européens, selon lesquels il suffirait d'imposer plus de sanctions à la Russie, qu'il faut simplement continuer à laisser Zelensky se battre. On peut presque prédire à quoi ressemblera la conversation à la Maison-Blanche aujourd'hui. Une sorte de schisme massif s'est ouvert entre les Européens et les États-Unis. Et je pense qu'en réalité, cela ne peut être qu'une bonne chose, car c'est une discussion que nous devions franchement avoir, au moins, oui, au moins depuis 14 ou 15 ans. J'ai vu les médias aujourd'hui aussi. Beaucoup d'attention est portée sur la quantité d'équipements que les Russes ont perdu,
ce qui suggère qu'ils ne sont pas vraiment aussi forts qu'on voudrait le croire. Et beaucoup de ces pertes du côté russe sont largement exagérées. Mais encore une fois, cela semble servir à contrôler le récit, faire croire que les Russes souffrent et qu'il suffit de leur infliger un peu plus de douleur. Ainsi, nous n'avons pas à conclure cet accord de paix, car tout le principe selon lequel nous devons le faire repose sur la reconnaissance que nous sommes en train de perdre. Eh bien, si demain vous obtenez un accord pire qu'aujourd'hui, vous concluez un accord aujourd'hui, aussi mauvais soit-il, si c'est le meilleur que vous puissiez obtenir. Mais vous voyez que les Européens finissent par revenir à leurs propres intérêts, car l'idée même est que si vous ne poursuivez pas les intérêts nationaux, vous finirez par vous épuiser. Nous avons actuellement des problèmes de sécurité en Europe. Nous avons un problème de pouvoir politique, de légitimité. Je veux dire les dirigeants. Plus personne ne les aime. En Europe, Starmer, Macron, Scholz. Et il vient tout juste d'être élu. À un moment donné, il faudra que tout cela disparaisse. Vous pensez qu'ils finiront par être balayés, mais ils sont ensuite remplacés par quelqu'un d'à peu près identique. Alors, combien de temps cela peut-il durer? Ou pensez-vous que le système va d'une manière ou d'une autre se corriger lui-même? Je pense que nous traversons actuellement une correction massive du système. Et en réalité, pour être juste, c'est probablement le cas depuis que Trump a réprimandé Zelensky dans le bureau ovale. Vous savez, en février, les Britanniques et les Français ont proposé cette idée de coalition de volontaires. Il a été clair tout au long de cette période que les Britanniques et surtout les Français étaient vraiment déterminés à essayer de convaincre Trump de changer d'avis, et cela a échoué. La position de Trump aujourd'hui n'est pas différente de celle qu'il avait lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il parle de ne pas récupérer la Crimée, de l'Ukraine qui ne rejoindra pas l'OTAN. Il n'y a absolument aucun signe que Trump va changer sa position fondamentale sur la cause profonde de la guerre. Les gens se plaignent qu'il est pro-Poutine et tout le reste, mais rien n'indique qu'il va changer cela. Et en réalité, les Européens commencent à faire face à une prise de conscience. Ils devront payer pour une guerre qu'ils ne peuvent pas se permettre s'ils ne se rallient pas. Et je pense que ce que font les Américains pour essayer de négocier une sorte de compromis autour des garanties de sécurité afin de retirer l'OTAN de la table est fondamentalement une chose utile. Je pense que les Américains travaillent incroyablement dur pour conclure un accord ici et ils essayent de répondre aux besoins européens et ukrainiens en matière de garantie de sécurité et ce genre de choses. J'ai le sentiment que les Européens vont limiter leurs pertes au cours des 2 ou 3 prochains mois. Et en ce moment, ils traversent une période où ils réfléchissent à la manière de présenter une défaite comme une victoire. C'est ce que je vois se passer actuellement. Ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent présenter cela comme une victoire alors qu'il s'agit en réalité d'une défaite, de manière à limiter les conséquences politiques internes pour eux. C'est un grand changement systémique qui est en train de se produire, et les dirigeants politiques européens travaillent d'arrache-pied à l'atténuation des risques. Eh bien, alors qu'ils commencent à accepter la réalité, les Ukrainiens perdent énormément d'hommes. Ils perdent du territoire chaque jour. Leurs infrastructures sont détruites. Leur capacité à se relever s'affaiblit de jour en jour. Cela semble tout simplement cruel. Et c'est là toute l'ironie, je pense, car tout cela se fait au nom de la morale et de la vertu. Mais vous savez, ces slogans vertueux ont été utilisés lorsque nous avons renversé le gouvernement, lorsque les partisans envoyaient des milices dans le Donbass, en ignorant les accords de Minsk, en sabotant Istanbul, en rejetant la diplomatie. Toutes ces choses n'ont apporté que l'horreur dans le pays. Oui, tout cela a été fait avec ces slogans idéalistes et libéraux. C'est juste.
Oui, et cela a été fait pour protéger leur position intérieure, vous savez, pour limiter les risques politiques internes pour eux. To limit the domestic political risks to them. You're absolutely right. This war should have Vous avez tout à fait raison. Cette guerre aurait dû se terminer un mois après son déclenchement, avec les accords d'Istanbul. Cela n'a pas été le cas, parce que nous étions déterminés à obtenir cette victoire, aussi longtemps qu'il le faudrait, contre un méchant que tout le monde en Occident libéral identifie à Poutine. Et en réalité, cela a échoué. Mais les gens ont refusé d'admettre cet échec pour des raisons politiques très internes, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment présenter cet échec à leur électorat. Et c'est la meilleure explication que je trouve à ce gaspillage total de vie humaine, de biens et de tout ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années et demie. Un de mes diplomates britanniques préférés, Alastair Crooke, nous discutions, et il faisait remarquer qu'il pense que l'Europe devra probablement être capable d'endurer beaucoup de souffrances, ou quelque chose comme perdre la guerre en Ukraine, avant de pouvoir réellement commencer à changer de cap. Parce qu'il semble que le contrôle du récit, le consensus autour de politiques désormais considérées comme morales et libérales, ce qui signifie que nous n'acceptons pas la dissidence, soit devenu si rigide qu'il faudrait une véritable crise, presque, pour sortir de cette impasse. Je pense que c'est vrai. Il y a eu un contrôle du récit absolument incroyable, n'est-ce pas, depuis le début de la guerre et même depuis le début de la crise en Ukraine. Vous savez, la Russie, ce sont les méchants et nous sommes les gentils et tout le reste. Je veux dire, ce qui s'est passé en fait et qui va probablement faciliter un changement pour les élites politiques des pays européens, c'est ceci. Dans toute histoire, dans tout conte de fées, il faut un héros. Et, vous savez, pour l'Occident, ça a été Zelensky dès le tout début. Et en réalité, ce n'est que récemment qu'il y a eu, même si les gouvernements occidentaux étaient au courant de cela. En fait, vous savez, dès le tout début, il y a eu un énorme signal d'alarme avec toute la question de la loi anticorruption en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des journaux britanniques grand public, farouchement pro-ukrainiens et anti-russes, comme le Daily Telegraph par exemple, le Financial Times et The Economist, publient tous des articles extrêmement critiques envers Zelensky. Owen Matthews écrit qu'en réalité, Zelensky est désormais le problème et non la solution pour mettre fin à la guerre et ce genre de choses. Il y a eu une véritable douche froide sur ce contrôle du récit. Et je pense que cela va, ironiquement, faciliter la tâche des politiciens européens qui voudront limiter les dégâts et trouver une porte de sortie. Mais tant qu'ils ne le feront pas, comme vous le dites, davantage de personnes mourront. Et c'est la grande tragédie de cette guerre terrible. Dans les années 1950, je pense que l'universitaire britannique Glenn Diesen écrivait sur la russophobie en tant que sujet d'étude, car il était difficile de la comprendre d'un point de vue britannique. La Grande-Bretagne et la Russie n'ont pas tant d'intérêts nationaux concurrents. Alors comment expliquer cette hostilité extrême envers la Russie, qui conduit à des politiques qui sapent en réalité les intérêts britanniques? Et lorsque vous mentionnez les rôles que chacun doit endosser, j'y pensais justement, car il s'est penché sur la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle. Chacun devait jouer un rôle. Ainsi, lorsque les Russes sont entrés en conflit avec les Ottomans, ces derniers ont dû jouer le rôle de la demoiselle innocente en détresse, ou peu importe comment on veut le formuler. Mais traditionnellement, ils étaient considérés comme des agresseurs très brutaux envers les Grecs. Mais soudainement, du jour au lendemain, on leur a attribué le rôle de victime innocente et héroïque. Et c'est un peu comme l'Ukraine. Elle avait aussi une réputation de corruption et tous ces problèmes. Puis du jour au lendemain, Zelensky est devenu ce Churchill 2.0. Ainsi, l'Ukraine a joué le rôle de la victime innocente,
les Russes sont devenus les agresseurs. Et les Britanniques ont alors endossé le rôle du chevalier en armure étincelante, venu aider la pauvre victime. On retrouve ce schéma dans presque tous les conflits. Ces trois rôles doivent être attribués. Mais cela n'est pas une fatalité. But it does to be cracking. That helps with narrative control, right? Because if you can Cela maintain aide the à integrity contrôler le récit, n'est-ce pas? of those kind of Parce que si vous pouvez maintenir l'intégrité de ces rôles, la victime, l'agresseur, le sauveur, alors cela facilite en fait le contrôle du récit, cette cohérence totale à travers les médias britanniques. Et je pense en réalité les médias occidentaux grand public. Vous savez, ils l'utilisent. La Russie est l'agresseur, on l'entend tout le temps, l'Ukraine est la victime, et nous ne sommes vraiment intéressés qu'à aider l'Ukraine, à venir à son secours. Donc oui, mais ce que je veux dire, c'est que cela a été brisé. Yeah, I mean, but the point I'm making, I think, is that has been broken. And I think actually it's been broken by virtue of the Et le fait est que ce récit est en train d'être brisé, scandal. en partie à cause du scandale de corruption auquel Zelensky s'est un peu tiré une balle dans le pied, mais aussi en réalité avec la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska. Parce que un des piliers essentiels pour maintenir l'idée qu'ils sont les méchants, que Poutine est l'agresseur dans cette tragédie shakespearienne que nous observons, c'est de ne pas parler à Poutine, d'isoler Poutine. Si on parle à Poutine, c'est une victoire pour les méchants, donc il ne faut pas parler à Poutine. Eh bien, c'est un autre pilier qui s'effondre avec Trump, déroulant le tapis rouge à Poutine et s'entendant bien avec lui offrant une place dans la Beast, vous voyez, en contraste frappant avec sa rencontre avec Zelensky en février. In stark contrast to his meeting with Zelensky in February. So that pillar has been damaged as well. Donc ce pilier a également été fragilisé par Trump qui dit « Eh bien, en fait, c'est juste un gars ordinaire et c'est un chef d'État. » Et en tant que chef d'État, vous savez, si on veut résoudre des conflits, il faut se parler. Donc cela aussi a été ébranlé. Et en fait, le troisième, vous savez, cette sorte de récit du sauveur, je pourrais écrire un article là-dessus après avoir parlé avec vous, Glenn. C'est vraiment une bonne idée d'article pour moi sur le thème du sauveur. Eh bien, ça non plus, ça ne fonctionne pas vraiment, parce que nous ne sommes pas venus au secours de l'Ukraine. Nous n'avons jamais envoyé de troupes pour les aider. Nous n'avons pas d'argent pour les soutenir à long terme. Et il n'y a aucune capacité militaire crédible que nous soyons prêts à déployer sur le terrain, de toute façon, parce que nos armées sont trop petites. Donc, tout le récit autour de cela commence à s'effondrer. Storyline of this is starting to break down. Et lorsque le chef du renseignement allemand a déclaré qu'il fallait poursuivre cette guerre pendant au moins 5 années supplémentaires afin de nous préparer à un futur conflit avec la Russie, la candidate présidentielle pro-occidentale, Yulia Tymoshenko, est alors intervenue en disant que nos pires craintes venaient d'être confirmées. Nous sommes utilisés par les Européens comme chair à canon. Cela a donc récemment mis à mal l'idée selon laquelle nous serions engagés dans ce conflit pour un objectif altruiste, que nous nous soucions vraiment des Ukrainiens. C'est, vous savez, la raison pour laquelle nous nous battons jusqu'au dernier Ukrainien. Cette idée a donc été ébranlée. Et j'imagine aussi que oui, une fois que Trump commence à parler de l'OTAN ou de l'absence d'OTAN, cela revient aussi implicitement à reconnaître que, vous savez, ce n'était pas nécessairement non provoqué. Cela ne veut pas dire que c'est légitime ou conforme au droit international, mais au moins ce n'était pas non provoqué. Cela nuit aussi à l'image du méchant. Et comme vous l'avez dit, les Ukrainiens, cet acteur innocent avec Zelensky dans le rôle du héros à la Churchill, tout cela semble s'effondrer très rapidement. Donc oui, ma dernière question porte simplement sur les attentes que vous avez maintenant. Parce que, eh bien, nous sommes lundi 18, et pendant que nous parlons, les Européens se rendent à Washington. Trump vient d'avoir une réunion avec Poutine, et il va maintenant rencontrer Zelensky. Zelensky vient avec du renfort, c'est-à-dire essentiellement tous les dirigeants européens qui, eh bien, ce sont les principaux dirigeants européens, mais aucun d'eux n'a vraiment un taux d'approbation décent. Mais malgré tout, ils viennent tous
pour apporter leur soutien. Comment voyez-vous la suite des événements dans ce contexte plus large de diplomatie bipolaire? Context of a bipolar diplomacy. Nobody's really explained why Alexander Stubbs going. Personne n'a vraiment expliqué pourquoi Alexander Stubbs s'en va quelque part. C'est une autre question. Il y a deux possibilités. Soit les Européens vont se dire qu'il faut s'aligner là-dessus et que des garanties de sécurité légitimes pour l'Ukraine dans un règlement d'après-guerre sont le mieux que l'on puisse obtenir des Américains. Zelensky devra simplement s'y faire. Soit ils ne vont pas s'aligner et ils diront « Eh bien, tant pis pour toi, Trump, on va continuer quand même ». Sikorski, Radek Sikorski, dit qu'on peut simplement continuer à donner de l'argent aux Ukrainiens pour qu'ils se battent, même si les Américains se retirent en quelque sorte. Donc, il y a deux options. J'espère que ce sera la première, que les gens reconnaîtront qu'il faut limiter les pertes et accepter les garanties de sécurité américaines pour un règlement d'après-guerre. Je pense que la question la plus délicate sera celle du territoire, avec le retrait des troupes ukrainiennes des parties du Donbass qu'elles occupent encore. C'est probablement le principal obstacle, pour être franc, à ce stade avancé. Mais j'espère qu'ils trouveront un accord miraculeux. Je ne vois tout simplement pas pourquoi Zelensky considérerait que c'est dans son intérêt de le faire, car ce serait un suicide politique. Donc encore une fois, sur le plan purement intérieur, Zelensky saura que tout accord qu'il conclurait maintenant serait perçu comme un échec et mènerait à la fin de sa carrière politique. Ma crainte, c'est donc que Zelensky tienne bon et que les Européens soient trop faibles pour lui dire « Écoute, Volodymyr, il faut qu'on limite nos pertes maintenant et qu'on continue ainsi jusqu'en 2026. » Mais j'espère que ce sera la première option. Oui, moi aussi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise. Et je ne saurais trop recommander vos articles. Ils sont tous excellents et très agréables à lire. Comme je l'ai dit, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Donc, encore merci. Merci Glenn. C'était un plaisir de te reparler. À bientôt. Au revoir.